Serva, comme intervenant, M. Salif Famulas, M. Okouli Mounia, M. Ludovic Moufras et Steve Firmin. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais le thème de la conférence, de cette table ronde, c'est donc la spécificité du rhum agricole français au sein du marché international. Je passe la parole, je vais demander à M. Fouti Serva de nous faire part de son sentiment et puis on va échanger avec vous. Je tiens tout simplement à dire qu'aujourd'hui, on est une étape très particulière de ce que représentent les petits acteurs qui constituent l'écosystème rhum. Et nous avons le premier temps de parole, donc je vais d'ailleurs laisser la place. Premier temps de parole, on va demander à M. Salif Famulas de venir nous rejoindre. On va demander ainsi à M. Franck Buffon de se joindre à nous. Et ensuite, on va demander aussi à M. Ludovic Moufras et on va laisser la place à M. Fouti Serva, M. Loïc Bihan, et on va demander aussi à M. Yoann Crémeau pour attaquer cette table ronde. Et je vais terminer parce qu'on ne passera pas beaucoup de temps sur cette table ronde. On a un moment très fort, puisque les petits producteurs que vous représentez, que je côtoie depuis très longtemps, et ce sera confirmé tout à l'heure, vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous ne représentez pas un interlocuteur suffisant, le PALNAE, et il s'avère aujourd'hui, devant l'évolution du marché, devant l'évolution de la croissance, de la nécessité de que vous vous regroupiez afin d'être un interlocuteur vis-à-vis à la fois des différents services de l'État qui vous concernent, mais aussi vis-à-vis de la Commission européenne. Il ne s'agit pas de se regrouper pour être contre, mais d'être capable d'avoir une position commune qui va de tous les territoires ultramarins, y compris un pied dans l'Hexagone, pour faire avancer, évoluer les problématiques que vous rencontrez et qui sont communes. Monsieur... Elle est là. Je vais passer le micro, je vais vous laisser vous installer. On se donne, parce qu'il doit partir à 10h45, on se donne à peu près 20 minutes et on va passer la partie qui est intéressante pour vous et pour nous tous. Merci Patrick, bonjour à tous. On peut peut-être s'installer, s'asseoir, ce sera très agréable. Une chose pour tout le monde. Alors, l'idée de la conférence de ce matin, c'est d'abord, pour moi, représentant du ministère de l'Outre-mer et de la Direction Générale des Outre-mer, c'est d'abord de vous écouter, de vous entendre et de vous rappeler, si besoin était, le soutien du ministère de l'Outre-mer sur 3 axes. D'abord, nous considérons qu'il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème rhum puissent se faire entendre au niveau des pouvoirs publics. Donc, que ce soit les professionnels de la canne, que ce soit les acteurs du spiritourisme, comme on en a parlé hier, que ce soit la jeunesse, il est important que tous ceux qui ont voix au chapitre pour le développement de cette industrie et de ce secteur économique puissent intervenir dans les échanges. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à avoir cette table ronde aujourd'hui pour vous permettre, de vous exprimer, de vous rappeler, et même si ça ne se voit pas forcément autour de la table, que l'outre-mer c'est un concept assez vaste et je tiens à rappeler que dans l'outre-mer il y a aussi la Polynésie française qui est allé avec un représentant dans la salle, qui produit du rhum et nous accompagnons le développement du rhum en Polynésie française. Donc on tient aussi à ce que l'ensemble des acteurs de l'outre-mer puissent intervenir sur ce marché du rhum dans toute sa diversité. Hier on parlait de l'intérêt d'avoir des terroirs liés à la production agricole, du terroir de Marie-Galante, du terroir de la Guadeloupe, du terroir de la Martinique, mais aussi, donc, vous l'aurez compris, du terroir de Polynésie. Donc, la Direction Générale des Outre-mer que je représente accompagne
les acteurs du terrain pour leur proposer d'avoir un fil conducteur et une stratégie globale de développement sur cette filière. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas qui est le premier à prendre la parole sur cette table ronde. Je me tourne sur la droite ou la gauche. Choisissez. Allez, hop. Il faut bien se lancer. Bonjour à tous. Merci, Jody Serva, de nous recevoir aujourd'hui, de permettre de nous exprimer concernant cette activité. Cette activité, on parle d'écosystème Rome, et par contre, l'écosystème Rome, on a, je dirais, tous ceux tous les acteurs de cette activité et qui, in fine, donnent un produit de qualité, un produit qui est brisé. Par contre, concernant cette chaîne cette chaîne de valeur, nous avons en premier lieu les planteurs. Les planteurs qui sont, je dirais, les acteurs primaires de cette chaîne, de cette filière Rome. Et ces planteurs se retrouvent quelquefois dans des situations où ils se disent que la valeur ne redescend pas. Donc, ils sont très inquiets pour leur métier, d'accord? Très inquiets aussi parce qu'en fait, ils ne sont pas écoutés, ou sinon pas suffisamment écoutés. Il faut savoir que concernant la culture de la canne, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, il y a bien des protocoles. Nous avons concernant tout ce qui est paiement de la canne, c'est bien encadré, mais il faudrait aller plus loin. Et donc, durant la matinée, on aura encore à vous exprimer les doléances de tous ces planteurs qui demandent qu'à produire, mais à produire mieux et à être mieux rémunérés. C'est ça, non? Bonjour, donc moi je suis simplement distillateur, donc c'est vrai que je ne suis pas planteur, mais on a besoin des planteurs pour avoir notre activité. Et au niveau de la distillation aussi, c'est vrai que nous on essaie d'innover dans les façons de voir le rhum, par ses fermentations, ses distillations, ses finitions, pour insuffler justement des nouveaux arômes de la canne à sucre et des terroirs. Et justement, on a des problématiques comme on ne rentre pas dans les IG ou des choses comme ça, donc il faut aussi qu'on puisse faire valoriser les terroirs, le travail des agriculteurs. Nous, on fait des monovariétales parcellaires et on aimerait bien qu'il y ait un nombre de producteurs sur chaque bouteille pour valoriser justement leur travail et que ça soit reconnu par les IG. Et voilà. Moi, je vais juste rappeler le rôle de Business France en accompagnement du ministère des Outre-mer. On est là effectivement pour accompagner l'ensemble des secteurs d'activité. Ça fait maintenant 2 ans et plus largement qu'on accompagne des producteurs de rhum des Outre-mer. Deuxième édition, une quinzaine d'entreprises. On en avait à peu près autant l'année passée. On a par le passé monté d'autres opérations aussi. Je pense notamment à New York. Tu étais présent. Où on essaie de valoriser à la fois les territoires d'un côté touristique, parce qu'il faut marier aussi le côté touristique et le côté gastronomique et Rome. Et donc nous, on s'inscrira dans la continuité. On souhaite poursuivre aux côtés du ministère le soutien à l'ensemble des petits producteurs. Et on est à l'écoute des besoins. J'imagine qu'ils sont assez nombreux et on a la capacité effectivement de mobilisation pour vous amener aussi au-delà de Paris sur d'autres opérations à l'international. Oui, bonjour, je suis Fabiola Salif, conseiller agricole d'une coopérative de planteurs La SICA. Et ce matin, je représente le GIE, le groupement d'intérêt économique des planteurs de canne qui regroupe les 4 SICA cannières du bassin cannier de la Guadeloupe, la SICA-D, la SICA-Grand, l'UDICAG et la SICA-WA. Donc pour notre part, concernant la production du rhum, la spécificité du rhum
agricole, comme l'a si bien dit M. Buffon, nous sommes dans une société qui a connu une évolution, une mutation sans précédent. Tout ce qui était valable il y a 10, 15 ans, voire 30 ans, ne l'est plus maintenant. Le modèle économique, il a changé, donc il y a lieu de le réadapter. Et cette mutation, nous devons l'adapter à notre réalité parce que la nouvelle génération qui prend place pour produire de la canne se pose des vraies questions, des bonnes questions pour retrouver l'intérêt de produire de la canne. Donc c'est pour cela qu'il y a certainement lieu de revoir la valorisation de cette matière première, surtout face aux entreprises de distillation et de industrialisation du cycle qui font de la valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée, comme l'a si bien dit Franck, doit peut-être retourner directement au producteur primaire que le planteur de canne. Merci, je vois que ça soulève déjà des questions. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez interactif ce matin. Je suis Rodolphe Payen, producteur des rhums Marie-Louise en Guadeloupe, à Anse-Bertrand. J'ai un petit domaine qui s'appelle le domaine de Bel-Air. Donc j'ai un peu la double casquette en tant que producteur de rhum et aussi planteur. Donc je plante ma canne sur le domaine, on est en bio, à Anse-Bertrand, donc c'est sur le nord de la Guadeloupe. J'ai quelques petits soucis effectivement concernant la plantation de la canne en elle-même et que j'ai rencontré, notamment pour tout ce qui est subvention de petits matériels, parce que moi j'ai une petite surface, 1,5 hectare en bio, et je valorise l'intégralité de ma canne sur ma production de rhum. Donc moi je valorise mon produit même s'il me coûte cher en termes en production sur la production de rhum. Il faut savoir qu'en bio, moi le coût de ma canne est à peu près 3 fois supérieur au coût de la canne conventionnelle, qui est de l'ordre valorisé entre 90, 100, 110 euros, ça dépend de la tonne, en fonction de si c'est pour la distillerie ou pour la sucrerie. Et j'ai voulu investir dans des micro-tracteurs, dans un petit peu de matériel, de l'irrigation également, en bio. Sur Anse-Bertrand, c'était quand même assez important pour avoir une belle croissance. Et je me suis confronté quand même à certains problèmes, c'est-à-dire que les budgets dont j'avais besoin pour faire des investissements étaient trop faibles pour des dossiers. Et c'est vrai que moi seul, pour faire la constitution du dossier, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai voulu passer par une société qui est spécialisée. Mais les coûts fixes qu'ils ont et les commissions qui se font sur les subventions font qu'il n'y avait même plus d'intérêt à ce que je fasse mes dossiers. Et je sais qu'il y a pas mal de petits agriculteurs, de petits planteurs qui sont confrontés à ça, parce qu'il faut avoir des dossiers suffisamment volumineux, je dirais, pour prétendre au moins avoir des subventions. Donc voilà, ma problématique, c'est au niveau de la complexité, un peu les dossiers où il y a des listes de documents à fournir qui sont extrêmement longs, parfois très compliqués à obtenir. Même certains documents, personne ne savait me dire exactement ce qu'il fallait l'avoir, qu'à quelle porte il fallait frapper pour aller l'obtenir. Voilà, donc cette complexité, particulièrement sur les petits planteurs et les petits dossiers, est assez embêtante. Du coup, je dois faire pas mal d'avances en fonds propres, même des achats en fonds propres complètement, pour avoir mon propre matériel. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire de mon retour d'expérience, et je sais qu'il y a pas mal de petits planteurs dans les alentours que je connais sur Anse-Bertrand qui sont confrontés à ce même genre de problématique. Alors, je ne sais pas qui pourra apporter une réponse, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que sur la question du préfinancement et des aides auxquelles vous avez droit, il y a effectivement une difficulté, notamment sur les fonds européens, parce que les dossiers peuvent être complexes, mais je rappelle que c'est le rôle de l'autorité de gestion à la fois de distribuer les fonds, mais aussi d'accompagner les porteurs de projets à monter les dossiers. La difficulté administrative que vous décelez, normalement l'autorité de gestion du fonds, si par exemple c'est le FEADER révisé, doit accompagner et accompagne ANESIS aussi pour accompagner le montage de dossiers de subvention. Après nous, au ministère de l'Outre-mer, Loïc Vivant pourra vous en parler, on met en place une garantie qu'on appelle le FOGAP qui permet aussi d'aider au financement d'un certain nombre de travaux. Vous avez parlé d'irrigation, et c'est aussi une facilité bancaire pour vous aider à accéder au crédit bancaire. Très bien. Donc, je suis ici à tout petit titre, président de la Caisse régionale du Crédit Agricole de Guadeloupe, mais aussi planteur dans un premier temps. Et il est vrai que le Crédit Agricole de Guadeloupe, particulièrement, finance la filière canne.
Par contre, la finance à travers des coopératives. Justement, ces coopératives peuvent vous apporter la solution de préfinancer votre apport personnel, par exemple, s'ils peuvent, mais en fait par l'intermédiaire de prêts collectifs contractés auprès de la banque. Voilà. Parce que le financement, c'est possible, c'est une chose. C'est possible. C'est parce que plus facile de trouver du financement que faire la démarche de subvention. C'est sur la subvention. On fait du préfinancement. Bien sûr. Ce n'est plus une difficulté pour nous, hein. Ce sont les prêts relais. Dès que vous avez votre convention, c'est possible. La convention est la garantie du financement. Oui, merci beaucoup, Patrick. Effectivement, on a le même genre de problématique. Nous, on a un peu plus d'expérience que toi, puisque ça fait déjà 10 ans qu'on est planteur, producteur, distillateur, broyeur, transformateur primaire, secondaire. On a appris à se débrouiller très tôt avec les moyens du bord, puisqu'on part de zéro. Mais de zéro vraiment, alors c'est une chance inestimable de partir de zéro, parce que ça nous ouvre toutes les possibilités, ça nous permet de faire les choses bien tout de suite. Donc on est parti tout de suite sur une filière d'agriculture biologique certifiée. On est parti tout de suite avec un partenariat recherche avec le CIRAD pour tout ce qui est économique. Enfin, on est parti avec beaucoup de partenariats, l'université, l'Institut de recherche économique de Hawaï. Enfin, voilà, on a ouvert les portes à l'international très tôt. Ça nous a permis finalement, 10 ans après, si je devais faire un constat, c'est d'avoir un soutien très fort, nous, du fait du statut de la Polynésie française, de notre gouvernement local, mais pas que. Hein, on a un soutien très fort également, comme l'a mentionné Guy, de la part de la DGOM, et on peut que s'en féliciter. Et du coup, ça met quand même un petit boost. Alors c'est sûr que ça va jamais assez vite. Voilà, pour nous qui sommes entrepreneurs au quotidien, voilà, quand il faut planter 1 hectare ou 10 hectares de canne, c'est sûr que ça demande beaucoup de moyens, ça demande d'avoir de la trésorerie, ça demande et les subventions, elles n'arrivent pas forcément au bon moment. Elles n'arrivent jamais même dans le timing qui était prévu. Donc c'est une réalité. Pour autant, il faut s'estimer heureux, je pense, et chanceux quand on peut bénéficier de subventions, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de planteurs qui ne sont pas distillateurs, qui ne sont pas transformateurs primaires, qui n'ont pas tous ces moyens finalement qu'on a réussi nous à construire en quelques années et qui eux sont véritablement dans le besoin. Donc nous, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement de fédérer des planteurs ou même des transformateurs pour pouvoir nous permettre d'accélérer et finalement de répondre à la demande, parce que tout ça c'est du business. Alors il faut répondre à la demande, mais c'est pas que du business. Parce que quand on monte une filière d'exception avec des produits d'exception, il y a toujours une vérité profonde derrière tout ça. Et c'est surtout, j'ai l'impression, de ça qu'on est en train de parler ce matin. Voilà, cette filière d'excellence qui rassemble beaucoup de monde, y compris ici, alors qu'on est quand même pas forcément sur d'autres salons qui sont plus prestigieux, plus grands. Ici, on est en petit comité. Hein. Et on peut que remercier encore Patrick d'ailleurs de nous motiver chaque année à revenir. Merci Patrick. Donc c'est juste une intervention pour dire que tu n'étais pas tout seul. On connaissait un petit peu tous les mêmes problématiques. Merci beaucoup Guy d'avoir rappelé que la Polynésie existe. On se sent soutenu et puis on peut que s'en féliciter. Merci. Je vais donner la parole à notre acteur Steve Firmet, qui est sur Hexagone aussi. Et nous disons aujourd'hui que le rhum français a 2 jambes, une jambe hexagonale, une jambe ultramarine. Bonjour, donc Steve Firmet, Anti-Doucet. Effectivement, moi je suis basé à l'Hexagone, je suis à Julien-Josas, près de Versailles. Quand j'ai commencé l'activité, les choses n'étaient pas faciles. C'est dur de trouver des fonds, c'est dur de trouver de l'argent pour pouvoir grandir et se développer. Heureusement, on a des soutiens, puisque moi, j'ai comme voie, c'est de promouvoir la qualité des produits de mon île, la Guadeloupe, à travers son rhum, donc je choisis du rhum de Guadeloupe, bien sûr, agricole, ça va de soi, et j'essaie de faire en sorte que mes produits rayonnent. La difficulté qu'on rencontre,
c'est que se créer un fonds de roulement, se créer une trésorerie qui permet de survivre et de dire c'est compliqué. Et c'est bien de voir que quelquefois on est soutenu par des organismes, des fois la banque, c'est Banque Populaire, désolé pour la crise agricole, Banque Populaire m'a soutenu, m'a permis de grandir aujourd'hui. Et le Mondial du Rhum, c'est un vrai tremplin au niveau de la visibilité de ces produits internationaux, de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y en a d'autres aussi qui construisent des choses et qui font des choses magnifiques dans tous les départements des Outre-mer et Dom, je ne sais pas si je vous dis. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Patrick, et voilà. On prend encore deux autres, et puis on va. Bonjour. Vous allez pouvoir réagir. Je représente la maison Créole et particulièrement Karakera. La difficulté que nous avons en tant que transformateurs, sans être distillateurs, sans être tranqueurs, c'est l'export de nos produits sur l'Hexagone, sur l'Europe, par rapport à la surtaxe, parce que nous ne faisons pas partie du contingent. Cependant, je veux plus insister sur le volet café. Le café que nous avons commencé il y a à peine 2 mois, c'était en gestation depuis plus de 7 ans. Et cette filière est vraiment intéressante. Et puis, il y a quand même une alliance, il y a quand même un rapport avec le rhum. Parce que le produit phare de notre gamme, c'est ce que nous appelons le café vert vieillant Fitchen. Donc, il y a le lien avec le rhum. Et effectivement, avec ce qui s'est passé encore hier soir, pour ceux qui étaient présents, je représente ma fille. C'est ma fille qui développe ce projet. Elle a eu le prix de la Riviera du Levant par rapport à sa jeunesse, par rapport à sa pugnacité. Donc effectivement, arrivé un moment, nous allons devoir solliciter les différents éléments financiers, fonds européens, PADR, et puis évidemment, je profite de la présence du Crédit Agricole pour leur dire qu'il y a un dossier qui va bientôt arriver pour qu'on puisse développer ce produit à l'international. Ça sera plus facile d'exporter le café que le rhum. Merci Patrick. Monsieur Marcel. Bonjour, José Larsol, société Rhum Larsol, faiseur de rhum. Moi, je vais surtout rebondir sur ce qu'a dit M. Larry. Le problème des IG, les petits opérateurs que nous sommes, nous avons l'avantage sur les gros de pouvoir faire des produits spécifiques. Je sais que nous, personnellement, nous avons fait des vieillissements dans des barriques d'acacia, de châtaignier et de merisier. Et nous obtenons des produits qui sont super magnifiques. On a fait des cristés qui sont appréciés de tous. Ces produits-là, on ne peut pas les appeler le rhum agricole de la Guadeloupe. C'est pas normal. L'IG Guadeloupe, c'est vieilli en fût de chêne, et ça n'évolue pas, c'est toujours la même chose. Donc c'est ça, c'est surtout ces aspects qui nous intéressent. Le deuxième aspect qui nous intéresse a été abordé par nos créoles, c'est l'histoire des contingents à l'exportation agricole. Voilà les 2 points importants pour nous. La partie financement, subvention, bon, la chasse que nous avons sur cette activité de rhum, c'est qu'on a derrière une société qui quand même qui tourne pas mal, qui est la société d'Anne Besson, que beaucoup de personnes connaissent, qui fabrique des sauces piquantes à Guadeloupe et dont on trouve les produits dans toute la Caraïbe française, en métropole, etc. Donc c'est elle qui a beaucoup financé le stockage de rhum vieux, etc. Et naturellement aussi les lentilles. Subventions, on a pu avoir quelques subventions sur le matériel mis en bouteille. Et c'est vrai que notre projet futur, c'est de refaire la distillation et de replanter de la canne. Donc là, je vais peut-être voir avec Rodolphe. On aura peut-être les mêmes difficultés. On a un projet de replanter à peu près 7 hectares de canne à sucre qu'on utiliserait pour notre fabrication de rhum. Voilà. Merci, monsieur Marcel. Bonjour, je représente la société Nabi. Bon, moi, je ne suis pas personnellement depuis longtemps dans ce circuit. Et je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les collègues juste avant par rapport aux
depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, ce sont les mêmes problématiques qui sont rencontrées par rapport à l'exportation. Donc c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir exporter nos produits à l'extérieur parce que ce sont de beaux produits. Et c'est vrai que si on est étouffé par les taxes et tout ce qui y a avec, ça rend les choses un petit peu compliquées. Donc oui, c'est vrai que je pense que c'est plus facile pour le café que pour les rhums et pour les punchs, mais on a besoin absolument de pouvoir travailler et de pouvoir exporter ce qu'on a à proposer. Merci beaucoup. Une dernière intervention. Merci. Et après, la parole reviendra. Oui, de schiste, je suis producteur de canne sur la Guadeloupe, et Maroc plus précisément. J'ai une question plutôt pour le président Franck, mon ami Franck, par rapport à ce que tu disais sur la nécessité dans cet écosystème de reconsidérer la place du planteur. Est-ce que, selon toi, il serait peut-être possible de faire un comparatif? Parce qu'il y a des distillateurs qui plantent eux-mêmes les cannes. Donc, j'ose imaginer qu'ils sont à la fois producteurs de canne et industriels. En tant que producteurs, pour leur permettre de bénéficier des aides qui sont liées à la plantation, aux aides surfaciques, les aides liées aux catastrophes naturelles, les aides liées à toutes les compensations que nous, planteurs de canne, que nous bénéficions. Est-ce qu'il serait pas intéressant de pouvoir, pour un peu harmoniser ou pacifier, ou que chacun puisse effectivement trouver son compte, qu'on puisse avoir en tant que producteur de canne et on le distille soi-même, quel serait le distillateur pour lui, à quel prix paierait sa canne qu'il produit lui-même. Donc ça permettrait de comprendre le producteur qui réclame parfois que sa canne soit mieux valorisée, avoir des éléments pour pouvoir comparer, peut-être pas au même tarif, mais pour pouvoir comparer et pour avancer et faire en sorte que dans l'écosystème que nous travaillons tous ensemble, puisque l'objectif il est commun, je pense, avoir du sucre, avoir également de la matière pour pouvoir fabriquer le bon, donc avoir une canne de bonne qualité, avec de la saveur, avec un certain nombre d'éléments permettant au bout du bout d'avoir un produit en blanc de qualité pour pouvoir après produire un rhum vieux de qualité. Alors est-ce que vous pouvez avoir ce comparatif entre un planteur qui produit pour vendre et un producteur de rhum qui produit pour lui-même, avoir un comparatif en termes de coût-production pour pouvoir voir comment on peut essayer de mettre un petit peu tout le monde d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ils vont répondre globalement. Je prends encore une ou deux questions. Est-ce que Paul Timon veut réagir? Et je vais faire descendre le micro. Voilà, parce que l'heure court. Et je pense qu'il y a encore une prise de parole. Moi, je voulais juste parler sur le fait que finalement, en voyant l'évolution du marché du rhum actuellement, c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de temps, le rhum n'était pas vu comme un produit qui n'était pas de bonne qualité. Et je voulais remercier justement tous les acteurs de cette filière, surtout les planteurs qui s'impliquent encore plus pour essayer d'avoir des produits de qualité, et aussi les distilleries qui aident à valoriser, montrer que sur une seule île, par exemple la Guadeloupe, on arrive à avoir différents terroirs qui vont donner différents rendus, et d'aider à dynamiser et mettre en lumière ce travail des planteurs qui est très compliqué, et de faire briller indirectement la Guadeloupe vis-à-vis de ça. Donc merci de toute cette dynamique, ce dynamisme et ce genre d'événement qui est organisé. Merci. Alors finalement, il y a les uns et les autres qui finissent par relever le doigt. Voilà. Merci, Patrick. Moi, je suis Philippe Matco, donc au Fortune 791. Je suis jeune marque de Rome. On a 4 ans d'existence, donc on est embouteilleur indépendant, donc on n'est pas producteur. On est vraiment focalisé sur la vente à l'export du
précisément. Et notre problématique, alors je remercie Business France de son accompagnement parce que ça fait des années, depuis 2021, où on bénéficie donc de leur aide pour la participation au salon, sur le stand, mais c'est largement insuffisant pour une petite start-up qui a des coûts phénoménaux en tant que pour concilier tout le reste. Nous, on a externalisé toute notre activité, qu'elle soit pour la production, parce qu'on achète, on sélectionne nos rhums chez des distillateurs. Tout est externalisé à notre niveau et on ne peut pas passer ce cap de vouloir, par exemple, faire vieillir nos propres rhums si on n'a pas déjà un flux de vente qui nous permet d'avoir cette trésorerie. Moi, personnellement, je n'ai aucune aide d'aucune banque, j'ai tout fait sur mes fonds propres. Et donc, on bénéficie dans notre cas d'aucune subvention, sauf celle de représentation dans des salons. Donc, je ne sais pas comment on peut demander des aides supplémentaires, mais ma problématique à moi, elle est clairement parce que ce que je fais la promotion des Antilles et de la Caraïbe à l'export, ça draine derrière, je le sais, du spiritualisme, parce que les gens me demandent, mais est-ce qu'on peut visiter votre distillerie? Moi, j'ai rien à montrer, j'ai pas de distillerie. Mais je dis, mais venez en Martinique, venez en Guadeloupe, il y a des très belles distilleries, et je sais que je génère du flux à ce niveau-là. Maintenant, moi, j'ai pas de retour là-dessus, j'ai aucun retour. Bon, pourtant, j'investis dans cette démarche, et je veux pouvoir pérenniser parce que j'y crois, et donc voilà, on a besoin de soutien, en tout cas, supplémentaire à ce niveau-là. Je passe au revoir. Donc, dernière intervention, parce que je ne sais pas si toutes les réponses sont apportées à vos réflexions. Jacques Larand, distillerie Bienne, à Marie-Clémentine Touchet. Vous avez bien fait d'aborder le sujet des planteurs, parce qu'il y a déjà très longtemps qu'on travaille sur ce sujet à Montferrand. On a une grosse problématique. La dernière campagne, on n'a pas pu faire le nombre de tonnes de cannes sautées par manque de matières premières, ce qui est quand même un peu dommage, malgré une forte volonté de la distillerie. Depuis 3 ans, on paye beaucoup plus que le tarif en vigueur, la tonne de canne, parce qu'on souhaite de la canne. Vous savez tous, la qualité des rhums Bienne, c'est pas le fait du hasard, parce qu'on est déjà très exigeant sur la qualité de la canne. Et cette année, un supplément de 40 € à la tonne a été donné aux planteurs. Non, bien sûr que la canne soit de qualité, soit propre. Imaginez quand même ce que ça représente en investissement, ce que ça peut coûter à la distillerie en supplément de trésorerie. Donc cette problématique, elle est bien existante. On peut juste, je vais clôturer là-dessus, se rappeler qu'à Marie-Clémentine, il y a 30 ans, on passait 170 000 tonnes de canne à la sucrerie. Aujourd'hui, on est seulement à peine 50 000. Donc c'est grand temps de prendre le problème d'alcool, de faire évoluer. Merci. Je tiens à signaler dans la salle, il y a des gens maison à fumer qui ne souhaitent pas prendre la parole, mais je peux comprendre. Il y a aussi Rhum Métis de la Réunion, il y a aussi Bobo qui est là, qui lance une nouvelle marque, et je laisse au président la réponse directe à la question qui a été posée, et puis Tony, de toute manière, ce serait. Oui, je comprends. Mais en fait, ta question, ce serait une question aussi aux distillateurs planteurs. C'est-à-dire à quel prix il serait prêt à payer une tonne de canne pour que le planteur s'y retrouve et pour que lui, en tant que distillateur, il s'y retrouve aussi. C'est ça la question. D'accord? Et Bien disait qu'ils avaient augmenté la tonne de canne de 40 €. Donc c'est quand même pas mal. Il faudrait que les autres prennent votre tâche. Et parce que pareil, si je pense que si le planteur est satisfait, d'accord, il sera satisfait économiquement, mais par contre, on aura un meilleur espoir concernant l'évolution de la seule carrière en Guadeloupe, ou sinon la seule carrière en Guadeloupe. Voilà. Alors, quand j'entends toutes vos interventions assez diverses et variées, j'ai l'impression qu'il y a des sujets très différents. Il serait bon, on est à la 2e édition du Mondial du Rhum, alors je ne sais pas s'il y aura une 3e édition, je le souhaite de mes voeux, mais s'il y a une 3e édition, il serait bon qu'on passe à une feuille de route, parce que vous avez des problématiques différentes.
vous avez des territoires différents, et il y a des questions sur lesquelles les réponses peuvent être assez évidentes et les acteurs faciles à trouver, l'information disponible, et puis il y a des questions qui demanderont du temps, on a parlé tout à l'heure du contingent. Voilà, donc moi je vous invite à commencer à réfléchir à une liste de sujets que vous souhaitez évoquer plus largement avec les pouvoirs publics à vous organiser, pour voir les sujets qui méritent réflexion, qui méritent action, et ceux sur lesquels les réponses sont simples à trouver. Il me semble, Patrick, malgré toute la bonne volonté que tu as, qu'il manque encore deux acteurs autour de la table, donc le ministère de l'Agriculture. Ce serait bien qu'il soit aussi présent dans nos échanges. Il va être nommé un adjoint au sous-directeur des filières agricoles en charge de l'outre-mer très rapidement. Donc c'est quelqu'un qu'il faudra aussi contacter. Et puis j'ai entendu des exemples de Polynésie, de Guadeloupe, de Marie-Galante, de La Réunion, de Martinique. Il manque encore quelques Martiniquais peut-être autour de la table, mais je sais que c'est un travail de longue haleine. En tout cas, l'État, le ministère de l'Outre-mer que je représente, voudrait avoir une liste de points que vous souhaitiez aborder, et certains vous les avez évoqués ce matin, de façon à ce qu'on puisse construire un dialogue qui permette d'apporter des réponses progressives à l'ensemble de ces points. Voilà un peu la réflexion globale que je voulais faire par rapport à toutes vos interventions. Je vois que la balle est dans notre camp. On a ici une palette de ce que représente la production vue par les petits producteurs. La porte est ouverte pour que vous puissiez entrer, puisque le gouvernement a déjà signalé qu'il serait prêt à recevoir les problématiques que vous rencontrez dès lors que toutes ces problématiques soient structurées. Donc ce n'est pas au gouvernement de nous structurer, parce que c'est une cause que j'embrasse totalement, et je souhaite pour ma part que le mondial du rhum ne se limite pas, vous le savez, à 3 jours dans un beau lieu. C'est pas ça l'objectif. C'est tout simplement qu'on soit en capacité de marquer les actions qui ont été réalisées et de se projeter dans l'avenir. L'objectif, c'est que, vous consolidez vos business. Pour moi, il n'y a pas de petits, de grands producteurs. Il y a des hommes, nous sommes au cœur de l'humain reste au cœur de l'écosystème rhum. Et ensuite, en ayant cette transversalité sur tous les territoires, on crée une identité ultramarine et hexagonale. J'insiste sur le terme hexagonal, car il y a beaucoup d'ultramarins aujourd'hui qui s'installent et qui produisent depuis l'hexagone, ou des hexagonaux qui, à partir des produits ultramarins, lancent aussi une production. Donc, il y a lieu de se retrouver et de faire quelque chose. C'est pour ça que nous avons annoncé que tout à l'heure, nous allons créer une association qui aura pour but non pas d'être encore une association, mais d'être l'interlocuteur à la fois du gouvernement, mais aussi de la Commission européenne, et puis des autres grands événements qui sont liés à votre profession, à votre secteur d'activité dans le monde entier. Donc on va aller step by step, pas à pas. Je tiens aussi à remercier quelqu'un qui est venu, qui vous a rencontré, qui est de Spirit Europe, c'est M. Ulrich Adam, parce qu'il est déjà prêt aussi à accueillir l'association. Il travaille avec les associations, il est prêt à vous accueillir, à vous entendre pour faire le lobbying nécessaire pour les petits producteurs au niveau de la Commission européenne. Ce n'est pas du tout le 24 décembre, ce n'est pas le 25 décembre, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a des cadeaux qui tombent de partout. Si nous continuons à parler entre nous, à régler nos problèmes internes, je dirais, à l'intérieur de nos territoires, mais à parler d'une seule voix à partir du plus grand dénominateur commun, je pense que tout un chacun se retrouvera, et c'est la raison pour laquelle que déjà nous avons la Direction générale de l'Outre-mer, mais nous avons surtout Business France, qui est une agence d'État transversale, qui repose sur Bercy, et peut-être pour ceux, je crois que tout le monde le connaît, Business France, je ne vais pas demander de représenter bien Business France, mais vous avez apporté vos difficultés au niveau de l'export, et pour les côtoyer depuis plus de 2 ans, je sais que Business France reste l'agence d'État qui est aussi très à l'écoute, comme la DGOM, de vos problématiques. Voilà, est-ce que sur la table,
Oui, voilà. Merci Patrick. Je ne savais pas pourquoi j'étais à cette conférence, mais vous entendre effectivement, ça m'a rassuré parce que beaucoup d'entre vous avez parlé effectivement de l'export. Donc dans la liste, petite liste que vous allez établir, il serait bon effectivement que l'export soit un axe, bien entendu, et que vous puissiez peut-être aussi entre vous phosphorer pour proposer peut-être des opérations communes. Là effectivement on a le mondial du Rhum, mais je pense qu'il peut y avoir quand même une opération spot phare qu'on pourrait faire à l'étranger tous ensemble. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous avec des propositions. On peut en faire bien entendu, mais si les propositions viennent du terrain, c'est beaucoup mieux. Donc à votre écoute sur ce point-là, et on sera toujours en lien avec les GOM là-dessus, en tout cas pour pouvoir apporter la contribution financière que la DGOM met sur l'ensemble de nos participations dans le cadre de cet accord qui a été renouvelé en 2025. Et on l'espère de façon pluriannuelle à partir de 2026. Est-ce que sur la table, il y a une intervention? Oui. Et après, nous allons procéder à la création de cette association. Il nous faudra un président et un secrétaire ou une secrétaire de séance pour pouvoir constituer l'association. Dans un premier temps, nous n'allons pas communiquer. Je vous propose de ne pas communiquer sur les différents membres, tout simplement pour qu'on puisse bien structurer. Et une fois que l'association va être présentée, une fois qu'elle sera bien structurée, déclarée avec une feuille de route, nous allons communiquer vraiment au niveau de la presse. Bien sûr, on dira que l'association est publiée, mais on ira pas à pas. L'idée, c'est de creuser un vrai sillon pour que chaque action qui est entamée, on se retrouve avec une réussite au moins de 80 à 90%. Il y avait une intervention. Oui, en fait, je souhaitais rebondir sur deux points. Le premier point, c'est celui de monsieur, c'est concernant la disponibilité des financements pour les investissements pour faire les travaux d'entretien sur les parcelles de canne. En fait, à tous les titres, surtout pour la canne biologique où l'entretien qui est assez coûteux, et même pour l'entretien des cannes conventionnelles, le problème se pose avec la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. Aux dernières nouvelles, depuis le mois de décembre, les services de la région qui étaient de gestion sur le FEADER, je crois qu'entre guillemets, ils ont ouvert les vannes pour permettre de bénéficier des financements en conséquence. La procédure s'est allégée d'une certaine façon, il suffit d'aller sur l'Europac pour avec des devis et la procédure s'enclenche automatiquement. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est concernant l'intervention de mon ami de Biel. Effectivement, depuis l'année dernière, face à l'augmentation du prix de la tonne de canne pour le sucre, les sucreries, depuis quelques années, ont effectivement fait le geste pour augmenter le prix de la tonne de canne. Et là encore, il faudra que la filière s'organise d'une certaine façon pour que la convention et surtout le régissement, que les prix soient régis pour que certaines distilleries payent un prix et que d'autres payent un autre prix. Donc il y a lieu de réajuster tout cela pour que la filière soit bien organisée. Donc c'est un cours, je pense qu'il y a lieu de le mettre en œuvre en conséquence. Parce qu'effectivement, face à ça, comme il disait, il n'a pas pu acheter de la canne pour pouvoir faire son quota convenablement. Je pense qu'en l'avenir, du fait que les distilleries joueront le jeu convenablement, les distilleries auront de la canne en conséquence et les planteurs seront encore plus motivés pour planter de la canne. Voilà. Je propose, s'il n'y a pas d'autre intervention, on va remercier les restaurants à nos côtés. Il est important de souligner qu'il n'est pas une décision ni de Business France, ni de la Direction Générale de l'Agriculture, ni de la Direction Générale des Outre-mer. C'est que tout simplement les portes sont ouvertes pour avoir un interlocuteur qui soit la référence des petits producteurs pour être beaucoup plus fort. Ce que je propose, c'est qu'on puisse passer à la constitution, ce sera rapide, constitution pour tout le monde de rester, la constitution d'Ecorom. Ecorom, c'est quoi? C'est, je vais demander à un secrétaire de séance, parce que pour une association, il faut aussi un président de séance. Je crois que la question s'était posée de proposer cette, sauf s'il y a un inconvénient ou quelqu'un souhaite prendre la place, mais j'aurais bien aimé que, parce qu'on en a beaucoup parlé, tous vous êtes intéressés, mais comme
nous sommes situés, je vis à Paris et en même temps aux Antilles, j'aurais aimé que de l'autre côté soit représenté et que Maroula Bétrac soit le secrétaire de séance de cette association et qui vienne nous rejoindre. Et ensuite, je dis bien que vous puissiez remettre votre proposition, qu'on voit ça, mais le plus important stratégiquement, c'est qu'on fasse très attention, qu'on soit très prudent et que notre discours ne soit pas perçu comme une attaque ou une volonté de bousculer, de révolutionner de façon brutale ce qui existe. Nous devons mettre personne en porte-à-faux. Et l'idée, c'est que vous protégiez votre business. Donc, Business Force a déjà répondu sur cette volonté effectivement de continuer d'apporter tous ces concours et toutes ces positions à l'export. La direction générale des Outre-mer est là, sans quoi elle ne serait pas présente. On a à la fois un patron, un président de caisse, et on a aussi des planteurs qui sont là. L'association est ouverte aussi aux planteurs. Je propose donc de lire, ou de laisser Maroula Bétrac lire les différents, comment dirais-je, de lire l'objet social et vous montrer un peu les contours de cette association. Alors, l'objet social, son objet est de permettre à l'ensemble des territoires ultramarins français de participer, du fait de leur patrimoine environnemental, culturel, social et économique, au rayonnement de la France à l'international. Par l'organisation de sommets, de rencontres, d'assises, de congrès, permettre les rencontres entre les acteurs et les institutionnels internationaux dans le but de mettre en lumière, développer, souffler un vent d'innovation sur les filières composantes naturelles des écosystèmes ultramarins. Mise en avant des opportunités économiques, industrielles et politiques de potentialité sur un plan international, organisation d'opportunités business internationales pour les acteurs des filières, pérennisation de savoir-faire de produits ou d'activités par la création de modules de formation aux métiers de filière dans les universités ultramarines pour un public à la fois local, national et international, réappropriation par les jeunes générations de l'outre-mer de filières qui représentent une activité fondatrice de patrimoine, positionnement des métiers et opportunités d'emploi des filières avec aussi un prisme lié à l'insertion, présentation des filières dans un contexte de développement durable et de respect du climat, positionnement de l'outre-mer français comme la référence internationale de certaines filières. Son siège social est fixé à 30 rue Laborde, 75 008 Paris. Ça nous intéresse moins, mais en tout cas, voilà pour l'objet social, Monsieur le Président. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ou on reste comme ça? Alors, on peut rajouter quelque chose, mais on peut rester comme ça parce que l'idée c'est de se mettre d'accord, créer l'association et avoir de vrais animateurs parce qu'il y aura un vrai travail. Il faudra aussi structurer cela avec peut-être au moins une personne à temps partiel pour les marrer, pour que toutes les demandes soient structurées et qu'on aille aussi trouver des fonds pour que l'association ne soit pas réduite à 2 ou 3 réunions des membres, mais qu'elle vive tous les jours. C'est l'idée? Je crois surtout qu'il faut donner la parole maintenant aux futurs membres de l'association qui souhaitent s'intégrer et puis participer activement à sa vie active. Ou alors vous apportez vos propositions d'intégration qu'on vous a données. Est-ce qu'on peut les recevoir? Je pense qu'il y a une réflexion. C'est vrai que la proposition en elle-même, elle est alléchante, elle est indispensable. Bonjour, je m'appelle Marc Martinon, je suis créateur de 3 marques de produits à base de rhum. Oui, comme je disais, en fait, je pense que la proposition elle est alléchante, elle est indispensable pour le secteur. Ensuite, on parle de l'international, il faut aussi parler du national, parce qu'il y a des petites entreprises aussi qui ont besoin de se faire connaître en national avant de partir à l'international. Je pense que j'en fais partie.
Et on a aussi l'écosystème Rome aussi on va dire, de nouveaux acteurs. Je sais que nous, on a une façon de travailler qui est un peu différente, qui a été perçue un peu bizarrement au départ. On ne comprend pas forcément que nous, on puisse oser faire cuire, passer au feu du rhum, alors que ça fonctionne, hein. Forcément, il y a des recherches qui ont été faites. Aujourd'hui, on maîtrise notre sujet, mais il va falloir aussi penser à tous ces nouveaux acteurs qui ont tendance à proposer des nouveaux produits avec des appellations qui ne sont pas forcément adaptées comme rhum arrangé. Et voilà, moi en fait, être actif au sein de l'association, ça demande quand même une implication. Je ne sais pas si le temps moi, me le permet. En tout cas, être actif en deuxième ligne, avec grand plaisir. L'idée, c'est pas déjà de vous positionner à un poste clé. L'idée, c'est de savoir si vous voulez déjà, premier point, être membre de l'association. Et après, parce qu'il faut bien démarrer. Et après, en fonction des volontés, on va pouvoir attribuer des postes parce qu'il faut un président, un trésorier, un vice-président, un secrétaire. Et on a les idées, effectivement, d'avoir un président suppléant, un trésorier suppléant, donc avoir 4 postes suppléants. Et bien entendu, ceux qui ne veulent pas ces postes-là peuvent immédiatement être membres de façon à ce que l'association soit créée et qu'on se retrouve. Vous avez des pouvoirs publics qui disent « Ok, on vous entend, vous avez tous les problèmes », mais on ne peut pas rencontrer chacun séparément pour aborder les questions qu'on peut retrouver chez les uns et les autres. Donc là, aujourd'hui, c'est de savoir, et on va demander tout simplement à Yétia ou à Clarence, de savoir quels sont ceux qui sont prêts à remettre leur adhésion pour qu'on puisse dire, mais voilà, on démarre, parce que pour créer une association, c'est 2 personnes. Il suffit du président et de secrétaire. Voilà, c'est 2 personnes. Et après, l'objectif, c'est pas que 2 personnes se mettent à représenter une association s'il n'y a pas de membres. Mais au départ, il faut 2 personnes. Oui. Il y a déjà au moins 2 personnes. Il y a donc M. Maroté-Avitrac, qui est donc la Polynésie. Alors, il y a qui d'autre? Voilà. Concernant moi, je suis adhérent, mais ce que je proposais pour cette association à travers son bureau, c'est que tous les territoires soient représentés. Ça, c'est au niveau du bureau, je pense qu'il faut qu'il y ait 8 personnes, c'est prévu. Ouais. Ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on regarde, pour qu'on soit cohérent. Il n'y aura pas, sous les 8 postes, 8 représentants de territoire. Tous les territoires, y compris l'Hexagone. Oui, mais tout à fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Donc, nous avons. Alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a 8 postes, mais en plus, chaque territoire, c'est bien, merci monsieur Ibrac, chaque territoire aura un référent de l'association. Donc, il y aura le bureau des référents. Donc, c'est ce qui est important pour nous. Donc, l'Hexagone aura son référent, la Martinique aura son référent, la Guyane aura son référent, tous les territoires doivent avoir leur référent. Mais il faut démarrer. Bon, puis ce qui est important, je crois, à ce stade, c'est surtout, bien qu'il en sorte quelque chose de ce mondial du Rhum. Voilà, on est tous là pour faire valoir nos produits, on a accepté de participer. Je crois que c'est important d'aller plus loin. Si on ne va pas plus loin, ça ne durera pas très longtemps. Je ne crois pas qu'on va faire l'effort chaque année, tous, puisque ça coûte, y compris les pouvoirs publics, de soutenir des micro-initiatives comme celle-ci. Donc, pour moi, c'est très important. En tout cas, j'ai été volontaire tout de suite dès que Patrick me l'a proposé. Bon, il m'a bien vendu le truc, hein, Patrick. Il faut voir qu'il met de l'énergie, il met du cœur, donc il est convaincant. Mais nous, voilà, sachant qu'on est très loin, très petit, on sait qu'il faut se fédérer. On ne peut pas rester isolé en plein milieu du Pacifique. Parce que la réalité, c'est ça. Voilà, avec les visios, tout ça, on fait plein de trucs, mais la réalité, c'est que ces produits qu'on fait, eh ben, c'est dans le corps qu'on les absorbe, c'est pas une intelligence artificielle. J'ai rien contre l'intelligence artificielle, ça c'est bien fait. Mais voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse s'associer. Pourquoi? Parce que, effectivement, si on est tous représentés, je pense notamment à notre collègue, on est peut-être parti, je ne vois plus, Ludo, notre collègue de la Réunion qui ne peut pas rentrer dans l'IG alors qu'il veut le faire, parce qu'il n'a pas le moyen d'acheter une colonne. Enfin, il y a des choses qui sont quand même aberrantes aujourd'hui. Donc c'est très important, je crois, de pouvoir au moins discuter de ces choses, et pour pouvoir être entendu, eh bien je crois qu'il n'y a rien de mieux à possible. Voilà.
Je crois qu'il n'y a rien de mieux de s'associer, tout simplement. En tout cas, je crois qu'il n'y a rien à perdre et qu'il y a tout à gagner. Alors, la direction générale des Outre-mer doit s'en aller. Il faut qu'on puisse lui dire, on peut déjà lui dire ici qu'on a un business France qui doit retrouver les différents intervenants qui l'attendent. On peut dire, pour répondre à la question, aujourd'hui, nous avons la Guyane pour répondre. Ici, on a l'Hexagone, tout simplement. Donc, je te passe ces informations. Ici, on a la Guadeloupe. Donc, on voit bien que les territoires se représentent. On a de nouveau la Martinique. Donc, pour répondre à la question, on est en train de ben, ça fait bouche. La Guadeloupe de nouveau. Et je terminerai par la Réunion. Donc, on est en train de constituer quelque chose de très fort. Voilà, très très fort. On va le prendre le temps de rédiger ça. Et comme je disais, je n'ai pas donné les noms. Pour l'instant, on va prudemment, on va créer l'association parce qu'on va libérer la direction générale des Outre-mer, mais on peut acter, si monsieur le secrétaire ne voit pas d'inconvénient, le fait que l'association est créée. Et nous souhaitons aussi que les planteurs, alors il y a des membres qui sont déjà planteurs, mais nous souhaitons aussi que les planteurs puissent venir dans cette association. Et je souhaiterais, avant qu'on continue, qu'il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter à apporter au secrétaire de séance. Voilà, il va nous dire quel territoire. La Guadeloupe. Donc on voit bien que pratiquement les territoires sont en train de se mettre en place. Il y a un territoire qui ne voit pas y aller tout de suite, mais on va les contacter, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'ai une pensée pour eux. Ils ont de gros soucis. Et là aussi, il faut qu'on ait un élan de générosité. Et j'appelle aussi les planteurs à venir. Pour clôturer, parce que nous, on va faire toute la paperasserie, on ne va pas vous faire supporter ça, mais on va retenir que, monsieur le secrétaire, tu veux que j'annonce ta création, c'est ça? Ouais, c'est avec grand plaisir et un honneur immense que j'annonce la création de cette association de l'Éco-Rome. Ils nous ont dit que leur porte reste ouverte, et ça veut dire que derrière, on a du travail à fournir. Ce n'est pas de se dire qu'on fait une association comme une autre, mais qu'on a du travail à fournir. Est-ce que Business France peut venir aussi? Parce que c'est de... pardon? Non, il vient pour l'export, parce que c'est un souci et il faut laisser les symboles forts, ça ne parle pas. Patrick, si on ne l'arrête pas, ça peut durer très longtemps. Félicitations pour la création de cette association. Comme je vous l'ai dit, ma porte ne reste pas ouverte, mais elle est ouverte au niveau de la direction générale des Outre-mer avec le préfet Jacob pour entendre vos préoccupations, vos doléances et essayer d'y apporter des réponses. Je crois que ce que vous avez fait ce matin, c'est-à-dire la création d'une association qui représente l'ensemble de l'Outre-mer, le Haut-Pro, avec les quelques territoires qui manquent, en tout cas ceux qui sont producteurs de rhum, c'est une vraie opportunité pour que l'ensemble des acteurs de l'écosystème rhum soient représentés et puissent discuter avec les pouvoirs publics. Donc je ne peux que vous féliciter, vous remercier pour votre implication et vos produits que vous nous avez présentés au Mondial du Rhum. L'année dernière, je disais à Patrick lors de l'inauguration de l'année dernière, c'est un long combat et un long chemin qui s'amorce. On n'était pas très nombreux au niveau de la séance d'ouverture. On était beaucoup plus nombreux cette année et j'attends avec impatience l'annonce de la suite. Alors, la création de cette association permet de faire perdurer les choses sur la longueur et échanger avec vous régulièrement pour savoir comment vous avancez et quelles sont vos propositions. On a beaucoup parlé de questions, de demandes de votre part, mais je crois que maintenant, il faut faire des propositions. Il ne faut pas être que dans le questionnement, il faut aussi faire des propositions et on attend vos propositions. Merci à tous.
Merci.